Recording in progress. Bonjour à tous et à tous. Bienvenue à ce séminaire en ligne de l'Université IRGIB Africa. Nous sommes heureux de vous retrouver ce jeudi. Le thème du séminaire en ligne de ce jour est l'analyse de discours dans les ateliers d'études stratégiques. Donc, pour le programme d'aujourd'hui, nous avons l'ouverture en plénière et les mots de bienvenue. Ensuite, l'introduction, l'intervention du conférencier et ensuite une session avec une étude de cas et ensuite une session de questions-réponses, puis la clôture du séminaire. Sans plus tarder, aujourd'hui, nous faisons ce séminaire avec l'Université IRGIB Africa, qui a également un laboratoire de communication et de stratégie dans lequel les questions d'intelligence stratégique et d'analyse stratégique sont abordées. Et c'est dans le cadre de ce laboratoire que nous avons l'honneur d'accueillir M. Virgile Ayi, qui est consultant en intelligence et analyse stratégique, lauréat de l'école de guerre stratégique et avec la devise « Pour l'honneur et la science ». Monsieur Ayi est bien évidemment le vice-président de l'Université IRGIB Africa. Donc, sans plus tarder, je lui laisse la parole. Merci, Monsieur Romaric. C'est avec beaucoup de plaisir que nous nous rejoignons cet après-midi ou cette nuit, en fonction de là où nous nous situons chacun. Et nous allons aujourd'hui parler de l'analyse des discours des ateliers stratégiques. Nous avons jusque-là abordé des thématiques en lien avec la stratégie, le développement pour ce qui est relatif aux communautés, à nos sociétés, à des entreprises, à des États, à des nations. Il y a eu des thématiques successives qui nous amènent aujourd'hui à nous entendre avec tous les participants sur l'intérêt de la rationalisation de nos réflexions. C'est-à-dire que chacun, dans ce qu'il fait, dans ses activités individuelles ou sociétales, procède à des réflexions ou personnelles ou en communauté. Et ces réflexions suivent des logiques qui ne s'expliquent pas souvent. Et en réalité, on a déjà de l'analyse. On analyse donc le regard de l'autre, on analyse le comportement de l'autre, on analyse en matière de discours. Il peut être question d'un discours familial, d'un discours d'entreprise. Ça peut être également discours dans un pays. Discours politique donc, discours social, discours entrepreneurial, il peut varier, mais la méthode d'analyse Oui, alors excusez-nous, nous avons un problème, nous avons eu une rupture de liaison tout à l'heure. À Cotonou, c'est la pluie en ce moment. Je ne sais pas si ça n'influence pas la stabilité de la ligne. Donc, j'étais en train de parler de nos aptitudes ignorées. Nos aptitudes ignorées lorsque nous sommes devant des situations, de quel genre qu'elles soient. Nous avons des réflexions, nous avons des postures de prise de décision, mais en réalité, tout la conséquence de réflexion, d'analyse enchaînée et de mise en œuvre de certains aspects qu'on ne maîtrise souvent pas ou qu'on a dans notre subconscient et peut être question de
morale, question d'objectifs et d'enjeux individuels ou d'enjeux collectifs. Alors, nous allons parler spécialement de la pratique de l'analyse dans l'expression, donc dans un discours. Et cet intitulé revient dans d'autres disciplines, les lexicologues, les sciences sociales et généralement les spécialistes de l'information en journalisme, etc. La particularité ici, c'est que nous sommes dans un environnement global où toute décision pour l'entreprise, pour la communauté, pour la société peut être à conséquences globales, d'où la nécessité de prendre une décision stratégique. Et une décision stratégique va être exprimée et cette expression doit avoir en face d'abord celui qui écoute, mais celui qui émet. L'émetteur doit avoir eu dans son contenu des axes stratégiques, des axes d'importance, mais celui qui écoute va chercher à savoir où il se met en profane, en personne désintéressée, et il écoute et son subconscient retient ce qu'il veut, le cerveau retient ce qu'il veut, ce qu'il peut, ou c'est un professionnel qui veut savoir où vous allez, où vous voulez les mener et qu'est-ce que vous cachez ou qu'est-ce que vous voulez faire comprendre. Et là, nous sommes donc dans le contexte de l'analyse stratégique du discours où on doit pouvoir se dire pourquoi est-ce que je dois appliquer un certain nombre de règles pour tirer de ce qui m'est présenté. Et ces conséquences deviennent des outils décisionnels. C'est très important. Et si nous sommes dans ce contexte et dans cette classe, dans cette salle, ensemble, d'accord sur ce contexte, nous devons pouvoir continuer la discussion parce que je ne fais pas d'analyse stratégique volontaire, et surtout pour le professionnel, tant que l'information que j'ai en face ne m'intéresse pas, n'a pas de portée pour moi. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous avons, nous, individus, notre laboratoire d'analyse stratégique qui est notre cerveau, notre tête et nos expériences, notre mémoire, notre morale et notre éducation, nos habitudes, nos enjeux et là où nous voulons aller, nos intérêts. Et nous avons la pratique professionnelle de l'analyse stratégique où c'est un environnement dont vous disposez. Ça peut être local, ça peut être virtuel où des individus se retrouvent. Ces individus se retrouvent avec du matériel parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'heure du digital et l'aide à la décision a besoin d'un certain nombre d'outils. Pourquoi des outils? Parfois, vous avez besoin de recourir à là, je crois qu'il y a encore eu un petit souci. Monsieur Ayi, tout va bien. Allez-y. Oui, alors une deuxième fois, j'espère qu'il n'y aura pas une troisième fois, et ce sera l'exception de 203. J'étais donc en train de parler de l'environnement propice pour faire de l'analyse stratégique. Et aujourd'hui, ça peut être dans un milieu physique où les gens se retrouvent, mais de plus en plus, c'est des milieux individualisés qui sont spécifiques et où les gens peuvent travailler
des 4 coins du monde où chacun dispose de son matériel. Un matériel, par exemple, c'est de la possibilité de visionnage de certaines images parce que l'intérêt, la personnalité ou l'entité qui vous intéresse devrait avoir une base chez vous, une base d'informations auxquelles vous pouvez recourir pour faire des superpositions, des références ou des comparaisons. Et donc, là, vous avez un système de stockage d'informations. Vous avez la possibilité de pouvoir échanger avec l'Internet. Vous avez également du matériel de capture d'images, de sons, et vous avez maintenant votre savoir-faire personnel. Et dans le laboratoire d'analyse stratégique, il y a besoin de compétences pluridimensionnelles et pluridisciplinaires. Pluridimensionnelles parce qu'il doit y avoir des gens de cultures différentes, de tempéraments différents, parce que la complémentarité donnera le succès dans le résultat du travail accompli. Il y a également l'importance de ce que les disciplines soient différentes et complémentaires. Et généralement, dans ces structures, la présence de psychosociologues, de psychologues, de sociologues, de spécialistes du langage théorique, mais également de polyglottes, parce que vous savez, tout à l'heure, on parlait d'aspects civilisationnels et culturels. La même expression utilisée chez un francophone ne revêt pas le même intérêt, la même force ou entièrement le même sens que chez un anglo-saxon. Donc, les questions civilisationnelles, les questions culturelles également vont rentrer en jeu. Et donc, d'où l'intérêt d'avoir dans son équipe du monde. Pas au même lieu, pas dans le même local, mais un peu partout. Et ça, vous avez l'exercice ensemble, l'habitude, et vous pouvez avancer. Pour continuer, nous allons aborder un certain nombre de mots clés dont la définition ou la compréhension devra être partagée et faire l'objet de consensus. La question du décryptage. L'analyse, le décryptage, donc, c'est l'analyse approfondie d'un document, d'une pièce, au sens caché ou profond. Cela va de l'apparence, dans ce cadre de notre discussion, de l'apparence des orateurs ou de l'orateur, sa posture ou leur posture, les dictions. On va faire une comparaison de la diction, du rythme, de la vitesse, de la cadence, du tempérament, de l'instant, avec ce qu'on a à l'accoutumée. On va faire donc des superpositions. Et c'est pour ça que tout à l'heure, dans la description du matériel nécessaire, nous parlions des archives documentaires numérisées au besoin. C'est beaucoup plus facile. Nous allons donc faire attention aux tonalités et nous allons tenir compte dans des mots les plus utilisés. Le reflet faciès, donc la présentation de la face de l'intéressé. Et quand il s'agira d'une présentation en public, on fera des expressions à partir de l'applaudimètre et pouvoir dire ce que l'intéressé a sorti intéresse ou non les interlocuteurs à travers le message qu'il veut faire passer, mais également pouvoir détecter les faux applaudisseurs, parce qu'aujourd'hui, particulièrement en entreprise,
tout le monde vit une période de stress, mais également l'angoisse de perdre sa position auprès du décideur. Et c'est pareil au niveau politique, malheureusement, sous les tropiques, spécialement, où on se met à applaudir tout azimut et on se demande si la carrière de la plupart des politiciens aujourd'hui en position de parachutés, je parle de parachutés parce que ce ne sont pas des gens qui ont mérité leur position du fait qu'ils appartiennent à un réseau d'influence et à une base électorale, à une base populaire. Et donc, ces gens-là, ce qui devient leur outil, c'est l'allégeance. Et en faisant de l'allégeance, c'est normal que vous soyez trompé par le profil de l'applaudimétrie. C'est très important de tenir compte de tous ces aspects-là. Et toujours dans les mots-clés, nous allons parler du discours, puisque nous sommes en train de décrypter les discours. Les définitions sont multiples et multiformes. Elles sont relativement différenciables en fonction de la position de votre spécialité. Mais ici, le discours va être un acte volontariste d'influence. Et c'est ça tiré de 3 heures dont vous retrouverez la bibliographie en fin de document. Donc, d'un acte volontariste d'influence, l'usage du langage en situation pratique. Donc, le discours va être l'usage du langage en situation pratique, envisagé comme un réel effectif et en relation avec un ensemble d'actes. Donc, ça peut être un langage spécifique ou non. Il peut être question de récit, de dialogue, de presse, donc des documents qui sont édités, initiés pour permettre à l'interlocuteur de prendre connaissance de la volonté du locuteur, de lui faire passer un message donné. Donc, voilà ce qu'il en est du discours ou du speech en anglais. Nous venons maintenant à l'analyse stratégique. L'analyse stratégique s'inscrit dans la volonté de comprendre l'environnement, la nature et l'organisation d'une compétition. La compétition peut être également, comme je le disais plus haut, la compétition peut être entre individus, entre communautés, entre cités, entre États, entre nations, entre organisations diverses, entre organismes. Et donc, dans cette compétition, on a besoin d'un maximum d'outils et d'armes. L'analyse stratégique devient une arme. Elle va favoriser la prise de décision. Donc, c'est un outil de décision pour le dirigeant dans la formulation, donc dans le procédé, dans la mise en œuvre d'une politique générale, d'une action ou d'une décision, s'il faut parler de ça, de la prise d'un acte, la prise d'un engagement et la prise d'une initiative. Ça va également orienter la façon dont va se mettre en place cette nouvelle organisation, cette nouvelle habitude, cette pratique qu'on voudrait introduire, qu'on voudrait implémenter. L'analyse stratégique, en réalité, dépasse le cadre historique de l'analyse concurrentielle enseignée dans les écoles de commerce et dans les écoles de sciences politiques, qui traditionnellement sont diagnostiques aux compétiteurs. Mais ici, on tiendra compte de l'interlocuteur ou des interlocuteurs, on prendra en compte leur environnement, on prendra en compte le troisième larron, les troisièmes larrons, et ça se voit aujourd'hui à suffisance dans le conflit russo-ukrainien,
où vous avez des positions de personnes dont on n'a jamais tenu compte et qui comptent suffisamment. Aujourd'hui, vous avez l'exemple de l'Inde qui refuse d'ouvrir ses céréaliers à la commercialisation au marché international, et ce qui vient perturber beaucoup de pronostics, beaucoup de prévisions, beaucoup d'analyses, ce qui vient enliser la communauté internationale et l'humanité, je dirais, dans des situations nouvelles qu'il va falloir gérer. Alors, chers amis, encore prière de nous excuser. Je disais, je sais qu'il n'y a pas la vérité du 203, mais hélas. Je disais donc dans la de mon intervention que nous avons dans la question de l'analyse une différence, une nuance entre décryptage et analyse de discours. Il y a une nuance. Différentes. Dans le cas de l'analyse de discours, excusez-moi, je suis aussi allé. Donc, dans le cas de l'analyse de discours, nous avons trois catégories d'analyse. Une catégorie énonciative, une référentielle et une argumentaire. Donc, on tient compte de ces trois forces pour mener l'analyse du discours. On va procéder à des analyses thématiques à visée discursive et sémantique. Et après, si ce sont dans les sciences sociales et de gestion, on procédera après à des adaptations et à des réajustements en tenant compte du langage et d'un certain nombre de alors que dans le cadre du décryptage du discours, on n'est pas aussi outillé que les autres du point de vue empirique, mais il va falloir simplement se dire, on fait mécaniquement une observation et des déductions à partir de critères qui vont satisfaire à l'objectivité, mais une objectivité en relation avec les objectifs du locuteur, en politique comme dans l'entreprise. Donc, en études stratégiques, il faut pouvoir se dire, je fais une analyse. Je fais une analyse à partir de données qui me sont parvenues. Parce que là, on ne peut pas partir de rien, es nihilo, faire de l'analyse stratégique. Il faut aller d'abord mettre en place la collecte de l'information. La collecte de l'information arrive à votre niveau. Vous vous en servez dans le laboratoire d'analyse stratégique, dans l'unité et dans, en tout cas,
le regroupement qui se donne la mission, la charge de faire cette analyse pour décrypter, et vous finissez de décrypter. Ce décryptage vous permet d'avoir un certain nombre d'informations qui deviennent force de l'énergie, la capacité de prendre des décisions. Et là, vous allez planifier les décisions pour les mettre en exécution. En les mettant en exécution, au fur et à mesure, comme ça se passe dans tous les domaines, vous agissez et au fur et à mesure, vous faites l'analyse d'impact et l'efficacité, la perception de, comment dirais-je, de l'efficacité de ce que vous êtes en train de faire. Donc, les performances, vous étudiez les performances, les forces et faiblesses, les actes, les actions que vous menez. Et à la fin, vous avez ce qu'on appelle la veille qui continue. Et dans la veille, c'est toujours la collecte d'informations, la surveillance pour permettre des actions correctives et l'émission de nouvelles idées pour de nouvelles actions. Donc, voilà un peu par rapport à cet écart dans la pratique du décryptage du discours et ce que les professionnels des sciences sociales et des lettres font pour ce qui est de l'analyse du discours. Il y a quelques points d'intersection, mais en réalité, dans le fond, les spécialistes du langage vont trouver trop légère le décryptage, alors que les buts ne sont pas les mêmes. Il y a une question également de rapidité, de délai, de vitesse, de cadence. En matière de stratégie, d'intelligence, le temps compte, les délais comptent, et vous pouvez mener très bien, correctement vos analyses, vos actions, mais ne pas avoir de résultats objectifs ou concluants parce que le temps est passé. La denrée information est largement périssable. Alors, utilité et objectif du décryptage du discours. J'avais anticipé. Le décryptage du discours va nous permettre de collecter des données informatives supplémentaires sur l'entreprise ou sur l'activité qui pose problème et qui est au cœur de l'analyse, de la réflexion. Et cette technique est utile pour comparer les différentes approches interventionnelles, les discours, différentes présentations de sujets, différentes situations de crise, mais également des situations de victoire, des situations d'échec auxquelles il faut trouver une suite. Parce que quand vous avez une victoire, il est difficile de la maintenir tout le temps. Il faut pouvoir la perpétuer. Et pour la perpétuer, il ne faut pas se croiser les bras. Il faut continuer, si c'est une équipe de sport, continuer à faire des entraînements. Quand c'est une entreprise, il faut continuer à améliorer les outils, les compétences, les ressources humaines, matérielles et continuer à définir les cibles pour améliorer sa stratégie et aller à des impacts plus intéressants. Donc, avoir de la progression, que ce soit au niveau des chiffres, le nombre de personnes impactées, le budget, la marge bénéficiaire, et voilà, le ratio ressources humaines et volume d'affaires, part de marché. Et pareil, en politique, ça se transpose systématiquement. Et en période de paix, c'est la motivation de l'électorat ou des personnes administrées. Et en temps de guerre, c'est comment est-ce que l'influence réduit en face l'adversité, le vis-à-vis ou le belligérant. Donc voilà un peu l'utilité de ces décryptages de discours.
normalement et dans tous les cas, une équipe bien rodée. Au terme de l'observation d'un élément, d'un document ou d'une narration devrait pouvoir tirer un certain nombre de conclusions, objectives ou non, qui devraient être des outils de prise de décision et des approches empiriques. Donc, il y aura une approche descriptive. Il va falloir donc prendre dans son contexte et l'analyser en fonction de notre compréhension. Et puis après, asseoir une discussion basée sur une analyse qui sera d'ordre critique. Il va falloir donc dire, voilà ce que nous constatons, nous concevons, nous percevons, et puis faire de la critique en disant, est-ce que c'est réellement ça? Et si c'est réellement ça, voilà les failles, voilà les atouts, voilà les petites hésitations. À cette encablure, c'est grippé. Non, ici, ce n'est pas grippé. Ah, il a ouvert une brèche, mais il aurait pu aller un peu plus loin. Et donc, cet ensemble de choses va être maintenant transposé à l'interlocuteur. Donc, ça peut être, l'interlocuteur peut être toute une population de consommateurs, une population d'un État, et ça peut être également des individus, des actionnaires dans une entreprise. Et donc, vous allez maintenant voir qu'est-ce que vos différentes approches peuvent avoir comme résultante à leur niveau. Et c'est ce que vous percevez comme retour probable à leur niveau qui permet de mettre en place maintenant le tableau de bord pour lancer l'action. Donc, l'action est forcément précédée du décryptage en analyse stratégique. Et nous allons continuer sur la question en parlant du processus de décryptage des discours. Tout à l'heure, nous allons faire passer un élément, mais dans le cas habituel, c'est un peu comme moi qui suis l'orateur aujourd'hui. Vous êtes de l'autre côté et vous m'observez. Ma gestuelle, ma façon de parler, ma face, le faciès, le thème de la voix. Et donc, c'est important en matière de décryptage de discours de prendre en compte tout cela. Ce n'est pas simplement le contenu du document qui devrait intéresser. Dans d'autres sciences, c'est ce qui se fait. Ici, vous devez vous intéresser à la posture du locuteur. Et si vous n'arrivez pas à le voir en direct ou à la voir en direct, vous avez d'autres exercices qui vous attendent. Ou vous imaginez, ou l'intelligence artificielle vous permet de reconstituer, ou vous utilisez les équipements spéciaux pour aller atteindre la personne via tous les moyens technologiques qui existent. Et ça, on en parlera dans d'autres discussions à l'occasion d'autres présentations. Il faut pouvoir apprécier l'humeur, le faciès de l'intervenant. L'humeur et le faciès vont ensuite être décrits, faire l'objet d'une description dans la fiche de transmission finale que vous aurez au terme des délibérations d'une équipe d'analyse stratégique. Il faut pouvoir faire une description du timbre de voix et faire une superposition. Ça nous ramène à ce qu'on disait aussi tout à l'heure. S'il est possible d'aller voir dans les archives, pouvoir comparer, est-ce que ce n'est pas un ancien enregistrement avec une superposition de voix pour donner l'impression de la personne? Actuellement, c'est ce qui est en cours par rapport au président Poutine, où
des sources font état de ce qu'il est défiguré, d'autres disent qu'il est malheureusement atteint, qu'il serait atteint d'une pathologie maligne. Et quand il finit de parler, les gens estiment que les services spéciaux russes ont superposé l'image et que ce n'est pas son faciès. D'autres ont utilisé, des détracteurs ont utilisé des logiciels pour lui gonfler, lui donner de l'embonpoint de manière artificielle, donc tellement gonflé que ça ramène à des affections hormonales, des troubles de la thyroïde, etc., que les gens agitent. Et donc, c'est important de pouvoir décrypter, d'écrire et percevoir dans le thème de la voix, la sincérité, l'angoisse, l'objectivité, les espoirs et les espoirs réels de la personne qui est en train de parler. La fluidité dans son élocution, la fluidité de l'expression devrait pouvoir également vous dire. C'est vrai que dans les écoles des unités spéciales, on forme les gens à contenir leur apparence, leurs émotions, et on leur apprend, comme chez les artistes, dans les cas de théâtre et autres, on leur apprend à exposer le contraire ou une facette de ce qu'on aurait aimé que l'auditoire reçoive. Il faut faire une description dans le processus de décryptage des discours, pouvoir faire une description de l'enveloppe vestimentaire et les parements en référence au contexte. Je donne l'exemple. Lorsque vous avez, il y a des passages sur WhatsApp du Premier ministre malien du régime de transition, assez couramment utilisé de manière virale. Et il faut voir comment ce Premier ministre, dans son intervention, se parle. Il ne vient jamais en costume cravate parce qu'il est dans une dynamique de décolonisation. Il parle de l'histoire de Soundiata Keïta et des capacités de résilience du peuple malien. Et vous le voyez donc en tenue d'apparat, du coton malien, du textile local, donc tissé, et vous le voyez dans l'élocution, dans sa posture, comme étant un chef de guerre. Il n'est pas en tenue de combat, mais il est en tenue d'apparat des dignitaires et des anciens, comment dirais-je, les anciens patriarches du Mali, les patriarches, je dirais, de la région sahélienne. Et ça donne une connotation différente de celle du ministre des Affaires étrangères du même pays, qui lui dit la même chose, mais tantôt en tenue de combat treillis au départ, en uniforme, puis depuis quelques moments en costume cravate, puisqu'il est le ministre des Affaires étrangères et qu'il parcourt le globe pour expliquer la cause. La tenue vestimentaire des deux, pour le même langage, la tenue vestimentaire diffère et l'approche, la lecture, donc également est influencée. Il y a également, pour continuer après la posture du locuteur, l'aspect performatif du discours. Donc, il faut pouvoir, dans un laboratoire d'analyse stratégique, le processus doit, dans le décryptage, contenir un aspect performatif du discours, c'est-à-dire pouvoir détenir des outils pour apprécier les performances du discours. Aujourd'hui, grâce à l'électronique, on peut estimer les audiments. On peut également, à partir de petits capteurs sur les postes téléviseurs qu'on peut déclencher en fonction du paiement qu'on fait chez le constructeur et chez les propriétaires, les auteurs, les détenteurs de la licence de ce programme. Donc, on peut détecter de chaque personne qui suit depuis son écran, le téléviseur, même de nos ordinateurs,
on peut avoir des captures sans que vous ne le sachiez, parce que tout ce qu'on vous propose comme différentes demandes à valider ou non, et on vous donne des motifs différents, des motifs relatifs, aussi divers que variés, servent à cela. Et donc, les laboratoires d'analyse stratégique sont en contact et sont en contrat, en partenariat avec ces cabinets d'informatique et d'intelligence, où l'intelligence artificielle prévaut aujourd'hui, et ils sont capables donc de vous dire quelle localité vous voulez. Et c'est un peu comme lorsque vous naviguez, vous voyez au bas de votre téléphone, on vous dit carrément que vous êtes en train de travailler ou de rechercher à partir de telle localité, et vous vous dites, mais j'ai bloqué pourtant ma géolocalisation. Non, parce que vous avez lancé une demande d'information. Il faut, pour que vous ne soyez pas localisé, pas simplement appuyer sur votre téléphone que vous ne voulez pas être identifié. Les gens qui, de manière basique, les amateurs ne pourront pas identifier ou localiser, mais les professionnels vont vous localiser. Et c'est pareil sur les téléphones où on vous dit que la communication est sécurisée, double, triple, quintuple, et que même WhatsApp ou même tel autre média ne peut pas accéder. Ce sont juste des arguments qui sont exigés par les convenances, comment est-ce qu'on les appelle aujourd'hui, des engagements, donc des engagements d'éthique, voilà, les convenances d'engagement d'éthique des fabricants. Sinon, aujourd'hui, tout échappe à tout le monde. Et dans un laboratoire, il faut pouvoir disposer de ces outils et que vous superposez. Donc, il y aura peut-être des sondages directs, mais parfois les sondages directs sont mis en échec parce que les gens, la cible, a des réserves pour s'exprimer. C'est peut-être un régime de terreur, un environnement de terreur, une entreprise de terreur. Et là, les gens ne veulent pas s'exprimer. Il y a des moyens de contournement qui sont la spécialité, l'apanage des spécialistes en communication stratégique et qui sont donc des outils très récurrents en intelligence économique et stratégique. Et c'est important donc d'avoir ces retours, et ces retours vous permettent de pouvoir comparer en disant, écoutez, le monsieur a atteint son but, la dame a atteint, ou l'entreprise a atteint, la coordination ou l'implémenteur d'une activité, d'un concept a atteint ses objectifs. Le processus de décryptage, donc, va être schématisé par un petit tableau où vous avez 5 étapes. Vous avez à rechercher les mots les plus récurrents. C'est-à-dire, dans son discours, quels sont les mots qui sont revenus le plus souvent. Vous devez les détecter et les quantifier. Vous allez devoir pouvoir rechercher des traces argumentaires. Est-ce que la personne, en affirmant des choses, vous renvoie ou nous renvoie toujours à de petites idées, à de petits mots qui permettent d'asseoir, de crédibiliser ce qu'il est en train de dire, ce qu'il ou elle est en train de dire, sachant que ça pourrait être une personne physique ou une personne morale, une institution, un organisme, etc. Il faut pouvoir suivre la progression thématique. Il faut pouvoir suivre la progression thématique. Alors là, ce n'est pas dans l'ordre. Là, ce n'est pas dans l'ordre parce que parfois, vous êtes dépassé et vous dites, nous avons 15 minutes pour prendre des décisions. Vous êtes dans une chaîne de télévision où le demandeur vous impose de pouvoir leur faire le basculement juste après pour que le service politique de la chaîne de télévision ou de la présidence du conseil d'administration de l'entreprise ou de la présidence de la République ou du comité politique de l'Union africaine ou aux Nations unies puissent donc faire des déclarations de presse ou s'appuyer sur ce qu'il y a
Vous savez, c'est arrivé pendant qu'il y avait la réunion du Conseil de sécurité pour l'invasion de la Libye. Malheureusement, le matraquage politique a été savamment orchestré et qu'il y a eu la possibilité de vérifier au niveau de l'opinion des Africains si le déclenchement de bombardements pourrait révolter ou non. C'est passé. C'est passé. Il y avait, à l'époque, si j'ai bonne mémoire, il y avait 61, et quelques majeurs, plus de 50, 61, 50 et quelques d'Africains qui étaient pour que la Libye fût bombardée parce qu'on avait monté et montré sur toutes les chaînes comment les bataillons partaient de Benghazi pour monter sur Tripoli avec des chars d'assaut. Il y avait des colonnes de 500 chars d'assaut dirigés par, jadis, le fils du président Muammar Kadhafi, le personnel, qui donc descendait pour mater les populations, descendait de Sirte, pardon, pour aller vers Benghazi et vers Tripoli pour mater les populations. Ce sont donc des préparations que de l'autre côté, les gens font aussi pour que dans le conflit, dans la conflagration, chacun puisse avoir des chances de réussir. Donc, la progression thématique, il faut pouvoir l'observer quand la personne a commencé. Est-ce que la personne parle que de guerre ou parle de reconstruction après parle de temps de paix ou parle de guerre à étendre pour améliorer la visibilité et l'influence du pays ou de l'entreprise. Voilà. Donc, la guerre économique va tenir compte va être un succès en fonction de ce que les intervenants auraient réussi dans leur discours et dans leur communication, une progression thématique suffisamment variée et intégrée pour que les gens ne soient pas fatigués ou délassés ou complètement même détournés, parfois même, je dirais, opposés et rebellés contre le discours. Il y a également l'alignement référencé du discours, la ligne politique ou sociale, c'est-à-dire que celui qui est en train de parler, vous pouvez le percevoir comme étant un patriote complet ou un pacificateur qui est d'accord avec ce qui s'est fait, mais qui pense qu'il faille aller dans une autre direction pour amoindrir les chocs et ramener le calme. Tout comme vous pouvez avoir des gens qui vont développer des arguments. En réalité, dans la matière commerciale, on dit que c'est des communications pour endormir. Mais en réalité, pour endormir et surgir. Je donne l'exemple. Aujourd'hui, beaucoup de pays sérieux, je dis beaucoup de pays sérieux, veillent sur leurs entreprises nationales ou régionales, quand c'est des organisations régionales sérieuses, pour faire en sorte que ces organismes se réveillent, se mettent en ordre de compétitivité et d'efficacité, parce que nous approchons un combat, une compétition globale d'ordre pas loin de la guerre économique. Nous sommes déjà en guerre. Maintenant, la guerre économique va s'installer de manière plus visible. Elle était souterraine, ça va être visible. Et comment est-ce que nous outillons nos dispositifs économiques, industriels, culturels, moraux? Comment est-ce qu'on rassure nos populations? Voilà, donc, ce à quoi va servir un aliment référencé, le discours. Et chez l'analyste, il va falloir disposer d'une base de traces argumentaires dans ce que la personne est en train de dire. Les traces argumentaires, ne pas parler dans le vide, ne pas survoler les questions, ne pas donner l'impression d'être en train de faire du folklore.
je viens vous parler de la destinée, par exemple, de la culture ouest-africaine dans la région UEMOA ou la région CEDEAO. Qu'est-ce que je m'appuie? On ne peut pas parler de ça aujourd'hui sans évoquer le FAT de 1977, par exemple, au Nigeria, qui a été vraiment un élément déclencheur de la révélation institutionnelle de la culture dans la région. Puis après, il y a eu quoi? Donc, des genres d'arguments historiques, matériels, qu'il faut pouvoir développer sur le plan industriel, institutionnel. Nous allons passer donc à l'étude de cas. Nous allons passer un élément rapidement et nous allons pouvoir décrypter et passer à la fin aux questions. Je vous remercie. Ça va être donc l'entretien de l'ancien ministre, puisqu'il est ancien, Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères du régime du président Macron, donc le gouvernement a placé en début du mois de mai 2022. Suivant. Merci. Bonjour Jean-Yves Le Drian. Bonjour. La France a pris acte de la décision du Mali de renvoyer notre ambassadeur, ce qui peut être vécu comme une humiliation. Elle prend acte, la France, mais va-t-elle en tirer les conséquences? Ce qui me frappe beaucoup dans le comportement de la junte qui a pris le pouvoir après 2 coups d'État au Mali, c'est cette fuite en avant. La junte exclut. Elle exclut notre ambassadeur. Il y a quelques jours, elle excluait les forces spéciales danoises qui étaient venues à leur demande aider à combattre le terrorisme et accompagner les forces maliennes pour cela. Elle a exclu antérieurement le représentant de ce qu'on appelle la communauté des États d'Afrique de l'Ouest qui était là pour être le porte-parole de ces pays. Elle l'a exclu. Elle est dans une fuite en avant et dans une forme d'isolement complet à l'égard des autres pays africains et de la communauté. Alors que nos hommes sont sur place. C'est vrai qu'il y a là des ruptures fortes qui se sont produites. Il y a une rupture politique dans la mesure où ce pays est dirigé maintenant par une junte autoproclamée et qui estime ne pas pouvoir engager un processus démocratique avant 5 ans. Il y a une rupture diplomatique avec le Mali. Rupture politique. Et puis rupture militaire, parce que de plus en plus, il y a des entraves à notre fonctionnement. Et puis rupture aussi de ce pays et de la junte au pouvoir avec la communauté internationale, avec les Nations Unies, avec les pays voisins. Donc cette rupture-là nous amène obligatoirement à nous interroger sur notre posture. Et nous avons engagé des consultations, parce que nous ne sommes pas le seul dans cette affaire. Le combat contre le terrorisme au Sahel, ce n'est pas uniquement au Mali que ça se passe dans d'autres pays. Donc nous sommes aujourd'hui en discussion. Vous laissez entendre, Jean-Yves Le Drian, que la décision de retirer les soldats français ne sera pas française, elle sera européenne. Elle sera française, mais il faut que nous puissions discuter avec l'ensemble de nos partenaires, que ce soit les partenaires européens ou les partenaires africains, sur la manière dont nous allons nous comporter demain pour continuer à combattre le terrorisme. L'hypothèse de rester est toujours dans votre esprit et dans l'esprit de la France? Nous consultons, nous réfléchissons et nous allons agir dans les jours qui viennent. Sur quels critères vous réfléchissez? En fonction de la force que nous avons pour combattre le terrorisme avec d'autres. Parce que nous ne sommes pas tout seuls. Nous sommes avec les Africains, avec le Burkina Faso, avec le Tchad, avec la Mauritanie, avec le Niger. Ils sont combattants auprès de nous. Et nous sommes avec les Européens. Il y a 10 pays européens qui sont présents. Et puis, il y a aussi la communauté internationale. Je vous poserai la question autrement, Jean-Yves Le Drian. Les conditions de notre maintien dans ces conditions au Mali sont-elles réunies? Je trouve qu'aujourd'hui, la situation ne peut pas rester en l'état. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes engagés dans une consultation pour adapter notre dispositif à la nouvelle donne que provoque la junte au pouvoir au Mali. Ça fait 9 ans qu'on est là-bas? Oui, mais on a déjà beaucoup agi. Il y a énormément d'hommes, d'infrastructures qui sont installés à Gao. On ne déciderait pas de quitter le Mali comme ça prendrait du temps? De toute façon, si on quittait le Mali, ça prendrait du temps. Mais aujourd'hui, le sujet, c'est comment est-ce que demain, on va continuer à combattre le terrorisme non seulement au Sahel, mais aussi dans la zone du Golfe de Guinée. Parce que le combat continue, c'est ça que vous nous dites ce matin, mais il peut être conduit, ce combat du Niger, par exemple. Il peut se passer autrement. On est en train de réfléchir à cette adaptation. Notamment au Niger? Ce serait plus... Ça peut être sous une autre forme, à discuter avec les différentes capitales africaines. Nous sommes dans ce débat-là. Il y aura, à la fin de cette semaine, un sommet de l'Union africaine, qui a aussi une position extrêmement ferme
à l'encontre de la junte qui est autoritaire qui est au Mali, qui est en désaccord avec les orientations de cette junte et qui a pris aussi des mesures de sanctions. Le Mali vous contre accuse, le Mali. accuse la France d'instrumentaliser les sanctions de la CEDEAO notamment. Quand la CEDEAO, ce sont qui prennent des décisions à l'encontre d'un pays qui, selon eux, rompt les normes démocratiques qui sont nécessaires dans cette région. À Vladimir Poutine, vous dites pas un pas de plus quand on parle de l'Ukraine et les commandos Wagner restent au Mali. C'est la décision de s'appuyer sur des mercenaires qui, aujourd'hui, n'ont jamais fait la preuve de leur capacité à lutter contre le terrorisme. On les a vus en République centrafricaine. Ce sont des gens qui font des exactions, ce sont des gens qui se servent directement sur les ressources du pays et qui, pour un principal objectif, de protéger la junte au pouvoir. Quand on voit comment les choses... Il y a des gens qui vous regardent ce matin et qui disent 53 soldats français sont morts. Est-ce que cette opération est un échec ? Moi, j'étais ministre de la Défense au moment où les opérations ont commencé et je me souviens du premier mort, le chef de bataillon Damien Boiteux. Et puis, il y a eu récemment le 53e, le brigadier Martin. La France a été au rendez-vous du combat contre le terrorisme, à la demande de ces pays. La France a payé le prix du sang. Et je souhaiterais vraiment que cela soit respecté. Elle est venue à la demande de ces pays. De ces pays, parce qu'il n'y a pas que le Mali. Elle est venue à la demande de ces pays, elle est venue aussi avec les Nations Unies. Parce que tous les ans, les Nations Unies, le Conseil de sécurité, mandatent à la fois la force Barkhane et puis les forces des Nations Unies pour maintenir la paix dans cette région. Il serait opportun que la junte s'en rende compte. La perspective de voir nos soldats rester au Mali, Jean-Yves Le Drian, est crédible à l'heure où on se parle ? La perspective de continuer à se battre contre le terrorisme est tout à fait essentielle. Au Mali ou ailleurs ? Au Sahel et dans toute l'Afrique de l'Ouest. C'est dit. En Ukraine, Jean-Yves Le Drian, sommes-nous entrés dans une logique de guerre ? Je ne vais pas vous cacher, la situation est très grave. Il y a des dizaines de milliers de soldats russes aux frontières de l'Ukraine. Il va y avoir dans les jours qui viennent des manœuvres militaires en Biélorussie avec les forces russes et les forces bélarusses aux frontières de l'Ukraine. Tous les éléments sont réunis pour qu'il y ait une intervention. Un danger clair et imminent, dit Boris Johnson. Danger clair et imminent. C'est un danger clair et imminent, mais à cette heure, nous n'avons aucune information sur la volonté du président Poutine de passer à l'action. Nous avons arrêté la séquence parce que ce qui nous de dire s'il préfère la confrontation à la négociation. Et nous sommes favorables à ce qu'il y ait négociation. C'est possible. Sur quoi ? Est-ce que vous voyez une condition posée par Vladimir Poutine à l'OTAN, aux Européens, à l'Occident qui soit acceptable ? Il y a deux sujets différents, mais qui sont complémentaires. Il y a d'une part la discussion et la négociation sur la situation en Ukraine. Il y a déjà eu une petite avancée, qui était l'autre jour. Ce qui se passe en Ukraine. Notre constat, nous avons suivi à peu près un peu moins de 8 minutes l'intervention de M. Le Drian. Nous avons ensemble relevé la répétition d'un certain nombre de mots et nous avons entendu 5 fois rupture des accords par la junte. Nous avons entendu dire un certain nombre de fois la junte. Ce n'est pas le gouvernement de Bamako, c'est la junte. Nous avons entendu dans la rupture l'intention de rompre avec les anciennes pratiques de lutte contre le terrorisme. Il faut rester et changer de tactique. On a entendu plusieurs fois continuer à combattre le terrorisme en Afrique et au Sahel. Pour votre attention, le terrorisme n'est pas en Afrique et que dans le Sahel. Vous voyez au Mozambique, beaucoup plus grave que ce qui se passe aujourd'hui au Niger et au Burkina Faso. Ministre des Affaires étrangères et donc des Affaires internationales. Nous avons entendu plusieurs fois réfléchir
réflexion pour prendre une décision, puisque la journaliste, l'intervieweuse, a posé plusieurs fois la question quant à la suite de la présence française. On leur a posé la question quelle hypothèse l'armée française envisageait, rester ou partir. Critères de réflexion pour la poursuite ou non, ils en ont parlé, et on a entendu des justifications, la communauté internationale, la communauté des chefs d'État des institutions de la sous-région, donc le ministre des Affaires étrangères, M. Le Drian, a ancré son discours sur le fait que la légalité, sur la légalité de la présence de l'intervention française au Mali. Et à la fin, il a rappelé la mémoire et les noms des deux principaux acteurs. Le premier pilote qui est tombé en 2013 sur le théâtre des opérations, et un autre qui est décédé dans des conditions suffisamment émouvantes. Vous savez, donc, il est allé dans de la fermeté paternaliste. Il est venu enfin pour émouvoir en rappelant la mémoire de ceux qui sont tombés en défendant la France. C'est vrai qu'au moment où ce pilote tombait en essayant de chasser les djihadistes au Mali, les chefs d'État de la sous-région de l'époque étaient l'un au Canada en train de sabler du champagne et deux autres en Suisse et dans un pays nordique en train de faire la fête. En un mot, le destin de ce pays ne les intéressait pas. Et puis subitement, il y a eu le putsch et ils ont été les premiers à décréter qu'il fallait chasser les nouveaux dirigeants de Bamako. Et ce faisant, les décisions devraient pas être prises en Afrique, mais être prises à Paris. Donc, un laboratoire qui se met en place et qui a en charge d'analyser le discours de M. Le Drian ne peut pas être surpris qu'il y ait eu une tentative de coup d'État entre le 10 et le 16 mai 2022, puisque cette présentation va être renforcée par le passage d'un sénateur, et c'est pour ça qu'on disait qu'il fallait disposer d'une base de données. Et quand M. Le Drian parle habituellement, est-ce que ses lunettes sont baissées ou ses lunettes sont là? Est-ce que sa gestuelle est à la même cadence? Est-ce que son visage est plus détendu ou plus froissé? C'est embêtant pour eux parce que au début, si vous remontez, on n'a pas le temps de le faire actuellement, mais on l'a fait dans les laboratoires d'analyse stratégique. On a remonté ses précédentes interventions par rapport à la situation au Mali. Et en ce moment, il disait qu'on donnait le temps, un temps raisonnable à la junte, quand bien même ils étaient condamnés, passibles de la colère de la communauté internationale, puisque c'était de l'illégalité. Mais souvenez-vous que lorsque la situation au Mali avait commencé à être aggravée, il n'y avait pas eu de déclarations fortes. Et de la même façon, de manière analogue en Guinée, la déclaration de M. Le Drian au lendemain du forcing qui a amené l'ancien président Conté et l'ancien président, j'oublie son nom, l'ancien président guinéen qui a été débarqué suite à son forcing du 3e mandat. On a vu la déclaration de M. le ministre des Affaires étrangères. Ce n'était pas la même posture, ce n'était pas le même faciès. Son ami Condé, Alpha Condé, était de l'Internationale socialiste.
et lui également de l'Internationale socialiste. Vous devrez comprendre qu'en superposant l'histoire et vos bases de données, on devrait pouvoir circuler. Et puis, il y a l'affaire des fournitures d'armes à la Guinée, au Burkina Faso, au Niger, au Mali. Les Maliens ont refusé de continuer ce marché. Vous savez qui était le fournisseur principal et qui était le protecteur, comme on disait, le sponsor, on le dit en politique, le sponsor de celui-là. Donc, vous analysez et vous dites à la fin, quel est ce type? Est-ce que c'est de l'intimidation? Est-ce que c'est de l'intoxication internationale ou ce sont des mises en condition pour pouvoir sévir? Et la conséquence de tout ce qui s'est passé jusque-là commence donc à être décrypté, détesté, dépisté, détecté et constaté, et avec peut-être confirmé, puisque dans la même logique, dans les mêmes conditions presque, il n'y a pas eu de mort d'homme au Mali, mais au Tchad, c'était un coup d'État. Et il y a eu la mort du maréchal du Tchad. On n'a pas appelé, puisqu'il y avait une constitution, d'observer les exigences républicaines constitutionnelles. Et puis, il y avait une constitution et l'armée française débarque, fait son mur de protection et facilite l'installation d'un général, fut-il fils du président, qu'on reçoit à l'Élysée. Pourquoi est-ce qu'on ne reçoit pas les putschistes du Mali à l'Élysée? Ouvre le discours. C'est vrai que 2 semaines avant, 1 mois avant le coup d'État, il y avait eu des pourparlers, mais c'est parce que les putschistes ne sont pas du bon côté. C'est des anciens des écoles militaires de l'ancienne, de la Russie. Voilà, de la Russie. On est dans une question, donc là, géostratégique, et il faut pouvoir, dans le laboratoire ou dans l'exercice de décryptage du discours, se mettre des 2 côtés. Oui, la France a raison parce qu'il y a une constitution. Il y a une constitution, mais qu'est-ce qui se passait? Il y a un contexte. Le contexte a évolué. Ils en sont arrivés là. Mais ce qui a aggravé les dernières relations avec la France, c'est la suite des résultats déposés par les analyses stratégiques des services spéciaux français. S'il fallait faire les élections les 18 mois juste après le putsch, les anciens partis qui avaient rayé jusque-là et qui avaient donc suffisamment de relations avec les actuels régents politiques en France et dans la sous-région vont revenir au pouvoir parce que ce sera le fait de l'argent, de l'influence ethnique et les tests sont caducs puisque les anciens tests après la conférence nationale dans nos pays, dans ces pays-là, ont été calqués un peu sur le modèle français avec des réajustements qui permettaient à certains d'avoir l'assurance de briguer les postes. Et une fois que les centres d'analyse stratégique ont révélé que les putschistes, comme on les appelle, avaient l'objectif d'écraser, de dégager toute l'ancienne classe politique, reconstituer une nouvelle classe politique, ça a posé problème parce que tout de suite, les gens se demandaient qui allaient être les nouveaux leaders de cette classe politique. Et donc, on fait des recherches, des traces argumentaires. Il a développé des traces en disant, il a développé des arguments. Le Drian dit, c'est à la demande des autorités maliennes que nous sommes arrivés. Ça, on va rechercher les traces. Et en allant rechercher les traces, on se rend compte de ce que, effectivement, le gouvernement malien de l'époque avait demandé l'assistance de l'armée française et de la communauté internationale, mais particulièrement et précisément sur l'appui tactique aérien. Qu'est-ce qui s'est passé après? Les mots les plus récents, on en a parlé dans le processus de décryptage,
On a parlé de rupture, de jeunes continuellement, de putschistes, et on a parlé du rétablissement et du maintien de la lutte contre le terrorisme, mais dans une région donnée. Pourquoi c'est la région qui intéresse? Est-ce que c'est parce qu'on a parlé du Mali? Et ensuite, l'alignement référencé du discours politique de l'intéressé, puisque là, ce n'est pas un discours social, c'est un discours politique. Il y a la progression thématique. Il y a eu la progression, puisqu'il a parlé de la situation, il a amplifié le putsch, et il est venu nous endormir, donc la victimisation, comme on le dit en communication stratégique. Il est rentré dans le fruit en montrant qu'ils ont perdu des hommes et que la France avait raison. C'est vrai que la France a joué à sa partition, la France a joué sa partition, mais la France a été l'auteur. Allons sur les traces argumentaires pour les combattre. Allons à l'analyse du référentiel de son discours sur les principales thématiques du terrorisme pour nous rendre compte de ce qu'il n'a pas raison. C'est Sarkozy qui a ouvert les arsenaux libyens qui ont envahi la zone sahélo-saharienne. Et maintenant, ils ont raison par contre, mais ils ne sont pas en train d'aider, ils sont en train d'aider tout le monde. Si le Sahel est envahi, la culture francophone va tomber, l'instabilité va amener l'instabilité dans l'exécution des marchés internationaux des entreprises françaises. Donc, nous sommes dans la réalité de la guerre économique et donc du soutien aux entreprises, de la viabilité, de la survie des investissements français et quelques Européens, ils ne sont pas nombreux, les autres. Et après, on aura inévitablement un franchissement, la prise en étau de la zone européenne, l'Europe du Sud, notamment l'Europe centrale après, prise en étau entre la Méditerranée et l'entrée venant de la zone sahélo-saharienne. Et puis en haut là-bas, il y a déjà le Moyen-Orient qui ne leur facilitait pas la tâche. Et donc, nous sommes aujourd'hui dans une situation où chaque discours que nous recevons devrait être décrypté pour nous permettre de savoir pourquoi et comment. Cet exemple a été pris et nous permet d'aboutir à une conclusion. Au Mali, il devra forcément avoir un retour à l'ordre constitutionnel, mais à une constitution qui soit réelle, qui ne soit pas de la pacotille, parce que depuis la période de la chute du mur de Berlin et conférence nationale, beaucoup d'élections n'ont pas été sur le modèle voulu par les bailleurs de fonds et par les patrons d'hier. On a adopté, plaqué des constitutions, mais en réalité, c'est celui qui a le plus d'argent et qui a le soutien des services extérieurs français ou occidentaux qui bénéficient du pouvoir. Il n'y a rien à dire. Et si ce n'est pas le cas, quand vous accédez à la magistrature suprême, vous ne faites pas long feu parce que les intérêts sont en jeu. Il ne faut pas se tromper. En Guinée-Bissau, il ne suffit pas d'envoyer que des légions de forces de la CEDEAO pour rétablir la situation. Les intérêts criminels sont en jeu. Dans le Sahel, les intérêts criminels sont en jeu. Et je finirai cette présentation en faisant une ouverture. Nous savons qu'aujourd'hui, pour créer justement cette rupture, puisque M. Le Drian parle de rupture, pour créer la rupture de banc avec l'ancienne classe politique, la Guinée et le Mali, le Burkina dans le starting block, sont en train de s'essayer au modèle béninois en cours. Vous avez participé à un certain nombre de gouvernements, vous avez participé à un certain nombre de conseils d'administration, vous avez dirigé des entreprises pendant 10 ans, vous avez été à l'Assemblée nationale pendant plus de 2 mandats. Les anciens partis politiques, on les défait, on les démet et on fait de nouvelles chartes de partis politiques.
c'est ce qui est en cours là-bas, avec, dans la sous-région, particulièrement à Lomé, Cotonou et Abidjan, de nombreux émissaires, mais également de nombreux spécialistes qui sont en train de ramasser, de collecter et de coller des pièces d'un puzzle qui permettra, le moment venu, à Bamako et à Conakry, de mettre en place et de manière très accélérée la nouvelle constitution, si entre-temps, les mettre en cours de débarquement ou en cours de mise à l'écart, je dirais, plutôt c'est le mot le plus judicieux, n'opérait pas des putsch. On est aujourd'hui le 26 mai, nous prenons rendez-vous pour très bientôt, mais je vous promets que la suite du décryptage des différentes analyses, des différents laboratoires d'analyse stratégique, différentes déclarations nous font croire que si l'influence de la guerre en Russie-Ukraine comment dirais-je, ne déséquilibrait pas la stabilité de certains milieux d'influence occidentaux, je vous promets que dans les 60 jours à venir, vous aurez peut-être malheureusement une atteinte à la vie de ceux qui gèrent actuellement les putsch de Conakry et de Bamako. Je n'en dirai pas plus. Je vous remercie de votre attention et je nous souhaite de nous revoir très vite et très bientôt. Merci. Alors, nous avons des questions de participants. Quel est l'objectif de la conférence? L'objectif de la conférence, c'est d'outiller ceux qui sont dans les formations relatives au management des entreprises, aux sciences politiques, au management des organisations publiques, des organisations, des institutions internationales, toute personne curieuse des futurs leaders d'opinion et à la prise de conscience de ce que nous avons et qu'il faille rationaliser, mathématiser, si vous voulez, cet abus de langage. Alors, qu'est-ce que le discours? On l'a évoqué dans la présentation, il suffit simplement d'y retourner. C'est quoi l'importance des discours dans la vie actuelle? L'importance des discours dans la vie actuelle, c'est de faire comprendre, de faire connaître aux gens ce qu'on veut faire ou ce qu'on veut leur faire croire qu'on veut faire, ou pour certains, pouvoir dire ce qu'ils vivent et ce qu'ils ont vécu. La formation permettra-t-elle d'affronter des situations dans la vie et en politique? Absolument, inévitablement. Et c'est pour ça que nous aurions souhaité, en dehors de cette présentation, pouvoir organiser de petites cellules d'analyse stratégique. J'avais dit que chacun, à son niveau, sans s'en rendre compte, était un laboratoire ambulant, individuel, spécifique d'analyse stratégique. Maintenant, il s'agit donc d'instituer, de formaliser la chose, de formaliser la démarche pour permettre d'obtenir certains résultats. Vous savez, les enjeux de développement en Afrique, c'est l'instruction, c'est l'éducation et c'est également le partage d'expériences pour un aguerrissement des populations, des cadres et des décideurs. Une fois que cet objectif est atteint, nous accédons donc à la communauté internationale qui est de social, de développement communautaire et de progrès pour affronter les autres qui veulent l'écrasement, l'influence totale, la disparition des autres. Comment décortiquer le discours politique? Nous en avons parlé et d'autres opportunités pourraient arriver et nous permettre d'aller plus en profondeur, mais beaucoup plus dans les ateliers alors pratiques. Quelle différence y a-t-il entre décryptage stratégique et décryptage
simple d'un discours. Le décryptage simple d'un discours sera donc de voir si la personne est élégamment habillée, si la personne a bien parlé français et si la personne a eu suffisamment d'applaudissements pour utiliser les micro-trottoirs permettent d'avoir de manière basique, comme on le fait dans nos pays, des retours. Par contre, le décryptage stratégique va dans un sens, dans une réflexion, dans des conditions, dans un canevas et avec pour objectif d'asseoir de la part de celui qui commande le décryptage ou de celui qui est en train d'exécuter, de pouvoir asseoir une dynamique après avoir maîtrisé un certain nombre de données qui ont force d'outils de décision. Quelle différence y a-t-il entre un décryptage stratégique et décryptage simple et de discours? Donc, on en a parlé. Comment faire pour évoluer? Pour évoluer, il faut appliquer, il faut s'entraider, il faut échanger. Il faut refuser le carcan, le lien que ceux qui ne veulent pas lâcher comment on appelle, les liens qui endoctrinent, les liens qui empêchent les autres de mieux voir et les mettre dans des situations de dominer éternellement. Il faut donc les briser. Et l'intellect joue un rôle très important, social également, que nos habitudes grégaires devraient pouvoir aussi nous aider. L'instinct grégaire, on dit que c'est pour les animaux, mais si nous avons l'instinct grégaire et l'intellect avec, nous avons tout gagné parce qu'on ne pourra pas être là et assister sans émoi à la destruction de la vie humaine sous quel motif que ce soit en face de nous. En quoi les politiques et stratégies des Africains francophones sont-elles différentes de ceux des anglophones? Alors, ça n'a pas l'objet de notre étude aujourd'hui, mais il faut simplement dire, chez les anglophones, il y a le pragmatisme. Il y a le pragmatisme, et chez les anglophones, il n'y a pas la même mise de ce groupuscule francophone, ce groupuscule français, qui prend en otage tous les régimes qui se succèdent en France, parce que ce n'est pas les Français qui sont impérialistes, c'est l'obligation de survie qui amène les gens et un pouvoir qui tombe aux mains d'organisations de lobby. Existe-t-il une relation entre la biotechnologie sanitaire et agroalimentaire? Bien, une question qui n'est pas appropriée, mais oui, je peux dire qu'il y a une relation entre la biotechnologie sanitaire et agroalimentaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit dans la nouvelle stratégie internationale que ton aliment soit ton médicament et veille à ta santé. J'espère que j'ai répondu à toutes les préoccupations. Tout à fait. Je remets à vous, chers amis, pour clore le débat, la présentation. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur Aïe. Nous avons appris énormément de choses cet après-midi et merci également pour les réponses, même s'il y avait des questions un peu décalées. J'ai tenu à refléter l'intérêt des différents participants malgré tout et merci pour vos réponses. Donc aujourd'hui, nous avons terminé pour ce séminaire. Nous vous invitons à visiter le site du campus en ligne de l'Université IRJ Africa si vous voulez suivre des formations plus précises sur ces sujets-là. Sachez que le prochain séminaire en ligne va se dérouler le vendredi 3 juin, donc la semaine prochaine, et abordera la question de la formation duale comme alternative à l'employabilité des jeunes. Il se fera en partenariat avec l'African University of Management, qui est un partenaire académique de l'Université IRJ Africa. Enfin, sachez que du 25 au 29 juillet 2022,
Ces deux institutions lancent une école d'été sur la gestion de projets industriels. Donc, plusieurs thèmes seront abordés comme c'est affiché actuellement et ce sera entièrement en ligne avec des cours asynchrones, des conférences, des études de cas, des simulations et des groupes de discussion et des échanges qui seront mis à votre disposition. Donc, le tarif de cette école d'été est normalement de 300 000. Dans les prochains jours, il est baissé à 150 000 francs CFA pour les premiers inscrits. Donc, n'hésitez pas à aller sur le lien qui s'affiche à l'écran actuellement si vous voulez en savoir plus pour connaître le programme détaillé. Donc, merci encore une fois pour votre participation. À la fin du séminaire, il y aura une enquête de satisfaction pour que nous puissions connaître votre opinion sur l'expérience de cet après-midi. N'hésitez pas à répondre aux questions pour nous permettre d'améliorer les prochaines éditions. Merci encore et nous vous souhaitons une bonne après-midi et un bon jour férié selon les fuseaux où vous vous trouvez. Au revoir. Merci. Merci aussi.